Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurée. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Karine Deguinst. Bonjour Karine. Bonjour Evelyne. Ça va bien ? Ça va très très bien. Ravie d'être avec vous. Alors aujourd'hui, justement, je voudrais qu'on parle de ton dernier ouvrage intitulé La Mue, présenté aux éditions Ex Aequo. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça, tout à fait. Présenté aux éditions Ex Aequo. Donc, tu es enseignante de formation, tu es autrice de blogs et aussi de livres. Tu traites de sujets divers en lien avec l'enseignement, mais pas que, l'éco-anxiété, la procréation médicalement assistée. Et dans ton dernier ouvrage, tu te livres vraiment à cœur ouvert aussi, où tu nous partages un bout de ton expérience, de ta vie, de ce que tu as pu vivre. Tu vas vraiment parler du deuil, de voilà ce que tu as ressenti et de tout ce qui t'a amené justement à te questionner et à changer aussi de voix. Donc, on sent que voilà, tu t'es vraiment investi, tu t'es vraiment livré aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant de le lire. Et j'aimerais bien te demander, alors pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire qu'il fallait que tu écrives cet ouvrage ? Du coup, comme tu disais, j'ai écrit d'autres livres qui sont des témoignages sur différents thèmes. Et donc là, comme c'était un thème qui est peut-être celui qui m'a le plus touchée, puisque c'est la mort de mon jeune frère, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. J'ai une écriture assez cathartique. Et du coup, pour la reconstruction, pour poser des mots sur des sensations, des émotions, j'ai eu besoin d'écrire cet ouvrage parce qu'en fait, si je ne l'avais pas fait, je me serais sentie encore plus mal et c'était vraiment quelque chose de salvateur pour moi. Et c'était aussi faire partager à l'entourage, à la famille, les amis, peut-être des choses, une sorte de passage de témoin via le livre, de ce que j'avais pu ressentir et reconsidérer avec tout ce que j'ai pu vivre face à cette mort et à ce deuil. Oui. D'ailleurs, un sujet qui est souvent tabou. Et donc, toi, tu as été un peu explorée, tu as été explorée parce que tu as fait pas mal de choses, tu as eu pas mal d'expériences. Alors, je voulais juste citer quelque chose qui m'a touchée, en tout cas dans ton ouvrage, tu cites cela. En fait, tu évoques la vie et tu cites « Je la croyais immuable, c'était pourtant un monde fini que jamais je ne retrouverai ». Tu peux nous en dire plus ? Ouais, oui, donc ça s'appelle La Mue parce qu'en effet, pour moi, ça a été une transformation par bien des aspects suite à la mort de mon petit frère. Et oui, avant, j'étais très cartésienne. Pour moi, la roue tournait comme il fallait. J'avais un métier sérieux, j'avais un compagnon polytechnicien, on gagnait bien notre vie, on était dans ce cercle pas forcément très vertueux de gens qui consomment, et puis qui s'intéressent pas forcément à beaucoup d'autres choses que leur petit nombril. Et du coup, la mue, oui, c'est parce que ça m'a vraiment transformée, d'une part, ma façon d'appréhender la vie, de voir le monde et puis la spiritualité, parce que comme je te dis, j'étais cartésienne, mais cartésienne, ça vient de Descartes, et c'est quand même lui qui a dit se rendre comme maître et possesseur de la nature.
Et du coup, avec tout ce qui a pu en découler, avec l'anthropocène, avec le consumérisme, avec le matérialisme, hein, et du coup, ça m'a fait muer sur plein de choses, notamment mon rapport au vivant, mon rapport à l'éveil spirituel, puisque Descartes, lui aussi, encore une fois, il a fait belle chose, hein, mais il a aussi Oui. l'âme et le corps, faisant de nous des animaux pensants, parce qu'on avait cette masse gélatineuse qui nous permettait de penser, alors que je pense qu'on est, enfin c'est pas je pense, c'est maintenant je suis sûre qu'on est beaucoup plus que ça. Pas que nous, hein, tous les êtres vivants qui habitent ce monde et dont nous sommes partis. Donc voilà, ça a été vraiment l'occasion de changer de métier, de changer de vision par rapport à plein de choses et d'aborder la vie d'une autre façon qui est beaucoup plus consciencieuse de l'environnement, des autres, et beaucoup plus épanouie, finalement. Très intéressant. Puis c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment la Karine d'avant et la Karine d'après, où, comme Ouais, tu dis, tu as eu énormément de changements en fait dans ta vie. ouais, tout Comment à ça fait. a commencé alors? Comment est-ce que tu as commencé justement à avoir cette transformation opérée? Enfin, comment ça s'est produit? Bon, alors j'exagère en disant que j'étais pas portée sur l'écologie, l'environnement et tout ça. Par contre, la spiritualité, c'était clairement un non-sujet pour moi, hein. C'était, pour moi, la spiritualité, c'était les religions, c'était le dogme et D'accord. quelque part, c'était pas du tout mon truc. Comment ça a commencé? Avec la mort de mon Oui. jeune frère, j'ai eu des expériences, sur lesquelles on peut difficilement poser des mots, puisque les mots «humains» entre guillemets, n'ont pas la magie de l'expérience et je ne sais même pas comment on pourrait les appeler, mais enfin des rêves prémonitoires, des moultes synchronicités, des visites pendant la nuit de, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, d'énergie, de conscience, enfin qui sont imposées en fait, que j'ai vraiment pas recherché parce que certes, la mort est douloureuse et tout ça, mais j'aurais pu passer outre, et faire mon deuil comme n'importe qui, sans avoir à chercher des pis-aller pour, me rassurer ou pour me dire que mon frère était mort, mais que c'était pas la fin. Enfin, j'étais vraiment pas dans cette démarche-là, hein. C'est vraiment des D'accord. choses qui sont, imposées de facto à moi et en s'imposant, sans les avoir recherchées. Du coup, ça m'a fait vraiment, switcher en me disant: «Ben, en fait, ouais, il y a pas on n'est pas que ça, il faut que je lise». Donc oui, j'ai lu Stéphane Alix que tu as reçu il y a pas Oui. longtemps, j'ai lu, Geneviève Delpech, j'ai lu, Corinne Sombrin, j'ai lu plein d'auteurs, hein, qui traitent finalement de la mort, de l'après-vie, de cette réalité qui n'est peut-être pas, juste ce qu'on peut voir, entendre et écouter et qui est Bien beaucoup sûr. plus vaste. Et en faisant l'amalgame de tout ça, ben heu, j'ai appris à me faire ma propre idée, hein, sur ce que pouvait être ma spiritualité et qui me rend. Mmh. Donc Ah, c'était, ça m'a permis, voilà, cet éveil spirituel et cet éveil à la nature en c'est pour ça que j'ai déménagé également de Rennes où j'étais, en plein centre-ville, d'accord. très la bobo urbaine par excellence Ouais. et en fait, je pouvais plus en fait, être, Ouais, bien sûr. dans cette continuité-là parce que ça me ressemblait plus et j'avais besoin d'être entourée du vivant et de me sentir un parmi le vivant simplement, pas juste, l'homme et la nature, j'étais, voilà, une espèce parmi le vivant et je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus à ma place, à la campagne entourée d'arbres, qu'en ville. Je te comprends. C'est sûr que c'est pas la même expérience. C'est certain. Alors je voulais revenir aussi sur en fait une expérience, que tu as décidé de vivre. Oui, Alors au tout début, hein, bien sûr, je sais qu'après, tu as aussi travaillé en EHPAD, où oui, vraiment tu as questionné aussi, des personnes âgées, oui, parce que sur la mort d'ailleurs, et tu savais pas bien trop sûr. comment, ils allaient réagir. Ah Est-ce que oui, tu peux nous parler, de cette expérience qui est quand même, oui. incroyable? Enfin, je veux dire, c'est pas, commun. Commun. Bah oui, j'ai essayé de trouver des solutions parce que, je voulais justement confronter les gens, à la mort
Et je me suis dit qu'en fait, en EHPAD, les gens étant en fin de vie, peut-être qu'ils avaient moins de tabous sur ce qui allait arriver, sur leur vision des choses, s'ils croyaient à l'après-vie, si pour eux, il y avait enfin, voilà, la vie ne s'arrêtait pas juste à cette enveloppe terrestre et tout ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur des directrices d'EHPAD hyper conciliantes et finalement très, très ouvertes sur le sujet, qui m'ont donné champ libre pour venir quand je voulais, autant de fois que je voulais, pour questionner justement ces personnes âgées sur leur conception de l'après-vie. Bon, alors ça a mis un petit peu de temps pour rentrer en relation avec ces personnes âgées, parce que voilà, il faut qu'elles soient en confiance, pardon, tout ça. Mais et après, on a eu des échanges très riches sur toute leur conception, qui variaient vraiment d'une personne à l'autre. Il n'y en avait pas une qui avait la même. Et c'était hyper intéressant de pouvoir confronter tout ça en direct, et puis avec plein de versions différentes, quoi. Donc c'était une belle expérience. D'ailleurs, moi, il y a un passage aussi où tu expliques qu'il y a une personne âgée, une dame, je sais plus son prénom, mais elle est aveugle et elle a un sacré caractère, et donc elle te demande à chaque fois que tu vas la voir de lui décrire les paysages que tu vois. Oui, oui, du coup, j'étais ses yeux. Et c'était mon interlocutrice privilégiée, parce que voilà, c'était une petite bonne femme qui n'avait pas d'enfants, pas de famille, et du coup, évidemment, on s'attache parce qu'on est des êtres empathiques à la base, et du coup, c'était ça m'a servi pour le livre de fil directeur, puisqu'elle revient dans tous les passages sur l'EHPAD, et c'était hyper intéressant de la voir revivre en lui parlant de ses paysages. Moi aussi, ça m'obligeait, même si c'était un plaisir, à l'évacuer à droite à gauche dans ma nouvelle région pour prendre le pli et prendre le pouls de ces terres de Centre-Bretagne qui sont très fortes énergétiquement, et de pouvoir lui verbaliser les choses et de la voir vraiment se sentir vivante juste en écoutant des mots. C'était chouette. Elle t'appelait Bonnet, il me semble, parce qu'elle avait senti que tu avais un bonnet. C'est ça. Voilà, comme je suis frileuse, je mettais un bonnet parce que j'ai commencé à aller les voir en hiver, et du coup, voilà, c'était mon surnom. Mais à la fin, elle m'appelle Karine quand même. Ouais, ça va. Mais justement, par rapport à tous ces témoignages que tu as eus, est-ce que tu pourrais dire que parmi toutes ces personnes qui ont répondu à tes questions justement sur la mort, est-ce qu'elles restent quand même matérialistes en fin de vie, ou la plupart d'entre elles ont quand même une certaine ouverture sur la spiritualité et une autre forme de vie? Alors, je pense que si je les avais interrogées 20 ans avant, elles auraient clairement pas eu le même discours. Je pense vraiment qu'il y avait une certaine lucidité, en fait, dans leur perception des choses, qui était la leur à cet instant T, parce que du coup la mort venait, et peut-être qu'en effet on est plus lucide en fin de vie, ou alors on accueille plus les choses et on est plus dans l'ouverture et la tolérance, et de toute façon on s'en fiche du jugement, puisque il y a plus personne qui juge plus personne en EHPAD, donc du coup la parole se libère plus facilement. Alors il y en avait quand même des personnes que j'ai pu interroger qui étaient très matérialistes et qui avaient très très peur du coup de la mort, parce que voilà, si la mort c'est la fin de tout, et du coup on a peur de perdre plein de choses de son vivant, alors que si on imagine que la suite continue, on peut être plus serein et moins matérialiste dans ce monde terrestre. Bien sûr, oui. Mais c'était non, elles avaient vraiment toutes, entre celles qui me parlaient des cultes anciens, qui me parlaient limite de chamanisme, même si elles ne posaient pas ce terme-là sur ces conceptions de la vie et de l'après-vie, entre celles qui avaient fait un arrêt cardiaque, ou non, un AVC, et qui parle de son fils qui est venu la réveiller alors qu'il était mort depuis 10 ans, et qui l'a ramené, en gros, c'est presque ces mots, sur le chemin de la vie, parce que c'était pas terminé pour elle et qu'il fallait continuer. C'était hyper touchant, en fait, d'avoir toutes ces mamies et tous ces papis qui
qui partageaient quoi, leurs expériences sans tabou à quelqu'un qui connaissait pas beaucoup. Mmh. Finalement, je pense que tu as déjà dû entendre, cette étude, mais il y avait une étude qui avait été faite à un moment donné où ils posaient des questions aux personnes en fin de vie et on se rendait compte à la fin avec tous les résultats que, les personnes, en fait, regrettaient de ne pas avoir été au plus proche de leur famille et que finalement, c'était vraiment le noyau familial qui les rendait heureux. Ouais, tout à fait. J'en avais entendu parler, ouais. Ouais, ouais, bah oui, évidemment, quoi. Et Et c'est ouais, vrai que ouais, ouais, c'est là qu'on voit en EHPAD, alors c'est évidemment, il faut que ça existe, hein, les EHPAD, parce qu'il y a des familles qui peuvent pas s'occuper de leurs personnes bien âgées et sûr. tout ça, mais et voilà, ils ont des visites, alors pas tous, parce qu'il y en a qui ont plus de famille, tout ça, mais c'est vrai que, ça a un côté quand même assez triste, Mmh. bah, de voir qu'on met la mort à venir, hein, puisqu'ils sont pas encore morts, mais enfin, qu'ils sont presque finalement déjà morts, aux yeux de la société. Bien Enfin, sûr. et même si voilà, enfin les EHPAD que j'ai vus, le personnel était super et ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour mettre de la joie et de l'entrain, là-dedans, mais ça reste quand même enfin c'est triste quelque part, bah, voilà, de finir ces jours-là où, Mmh. on attend la mort et on Mmh. reste seul même si le personnel et les autres résidents sont là, quoi. C'est un peu Mmh. triste, quoi. C'est vrai que la mort mériterait d'être, beaucoup plus inclus, que, je sais pas, les familles prennent plus le temps de s'occuper de leurs anciens, mais après ça demanderait un tel reconditionnement, de nos sociétés parce que, C'est voilà, pour ça. tout on n'a pas le temps et donc on n'a pas le temps, donc on s'occupe pas des autres et enfin et du Oui, oui, coup, c'est sûr. ouais, Ouais, c'est sûr qu'on est plutôt des sociétés individualistes, bah, donc ouais, c'est, ouais, ce serait à repenser, quoi. Ce ouais, serait mais repenser depuis le peu, hein, modèle. finalement, on est Mmh, des sociétés individualistes, hein, parce que c'est vrai que l'image d'Épinal de l'ancien au coin du feu, qui va distiller ses connaissances, aux mmh, petits-enfants, ils habitent tous ensemble, enfin, ça date pas d'il y a très, très longtemps, hein, il y a qu'encore quelques décennies, c'était le cas, mais c'est vrai que là, la vie, le tumulte, le capitalisme, le fait oui, de posséder le matérialisme a pris tellement d'ampleur que, ben, en fait, on n'a plus le temps pour les anciens et on n'a plus le temps finalement, complètement. ni pour la mort, ni pour la vie, quoi. Mmh, et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Karine, à titre personnel de justement de vivre cette expérience? Avec les personnes Oui. en EHPAD, bah, déjà de me confronter aux EHPAD que je connaissais pas du tout parce que pour le coup, mes grands-parents ont eu la chance de pouvoir être à domicile jusqu'à la fin. Mmh mh. Aussi d'avoir, une admiration, sans borne pour, tout le personnel qui officie dans ces lieux, qui est majoritairement féminin, hein, c'est bien connu, hein, les couches et la vieillesse, c'est dévolu aux femmes. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est plus tolérante, on est plus douce, on est enfin, ça aussi c'est Patience. sociétal, hein, patiente, voilà. Et ça m'a appris, aussi à pas porter de jugement, même si depuis quelque temps quand même, j'essaie de vraiment plus juger, mais d'être, dans l'ouverture pure et dans l'accueil de tout en fait, Mmh mh. quelles que soient les situations, et dans la recherche de nouvelles expériences et l'apprentissage aussi, hein, puisque maintenant j'ai compris qu'on était sur terre pour apprendre, pour jouer, mais pour apprendre aussi. C'est vrai que c'est un truc, je l'aurais jamais fait, avant la mort de mon frère, d'avoir cette Mmh. démarche-là, de me confronter, d'aller voir des petits vieux en EHPAD pour écrire un bouquin, non, chiant, autre chose à foutre. Alors que là, voilà, ça m'a, Ça avait intéressée, du sens. ça Mmh. avait du sens, ouais, ça faisait sens, tout à fait. Mmh. Intéressant. Alors, je voulais revenir aussi, oui, en fait, tu expliques ça, que la mort est semblable à l'accouchement. Les premières semaines sont floues, entrecoupées de fatigue et parsemées d'émotions qu'on ne connaissait guère. Je Mmh. trouvais que c'était une très belle phrase. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus peut-être à ce sujet? Bah, oui, si je me replonge dans les premières semaines après la mort, bon évidemment on dort pas, donc on est épuisé, un petit peu comme quand on vient d'accoucher, mais en même temps, il y avait cet épuisement et il y avait cette énergie qui, alors je sais pas, j'en ai pas trop discuté avec ma famille, mais en tout cas moi j'avais l'impression d'être entourée d'une énergie, bienfaisante et
qui me relevait en fait à chaque fois. Enfin, même si j'étais fatiguée, j'avais quand même l'énergie pour consoler la mère, pour consoler mon père, Bien pour sûr. consoler mon autre frère. Et c'était très, comment dire, les émotions n'étaient pas feutrées. C'est vrai qu'on est dans une société où on n'a pas l'habitude hein, de rendre compte de ses émotions. Il faut toujours aller bien, il faut toujours être sur la linéarité des sentiments, des émotions. Et là, c'est vrai qu'en fait, j'avais le droit, avec cette mort, d'être un jour complètement dévastée et un autre jour en pleine forme. Et c'était pas grave, c'était OK. C'était comme si on me permettait en fait de me libérer entièrement de tout ce que je pouvais avoir sur le cœur et dans la tête. Et du coup, voilà, c'est cet aspect de libératrice, enfin de libérateur d'émotions. Bien J'ai sûr. vraiment puissamment ressenti, même l'humour. Hein, enfin, c'est vrai que même 3 jours après la mort de mon frère, on s'était pris un énorme fou rire avec mon autre frère parce que comme il s'était fait incinérer à Lyon, il fallait le rapatrier à Dunkerque et du coup, mon frère a sorti un truc du genre ah ben on va utiliser Deliveroo, tu sais comme Deliveroo mais Deliveroo et Ah du oui, coup d'accord. complètement je sais pas s'il fallait pas le dire, je sais pas, mais en tout cas Mais en c'était tout cas, ça vous a fait rire. voilà, c'était franc, c'était juste, Oui. c'était honnête et en fait ça avait lieu d'être à ce moment-là, même si on on pense qu'on n'a pas le droit de rire peu de temps Alors après que ça la fait mort, du mais bien aussi. voilà, mais finalement pour te dire que toutes les émotions étaient possibles et étaient justes à ce moment-là et elles étaient pleinement vécues. Bien sûr. Oui, oui, je comprends, ouais. Puis au final, c'est super quoi. Si vraiment vous avez réussi aussi à en rire, je veux dire, ça Oui, reste, bah, de toute façon, on a une famille qui fonctionne comme ça, hein, pour nous le rire, c'est très salutaire et n'oublions pas que les gens spirituels eh bah, tant mieux, c'est ce qu'il faudrait. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que tu le décris très bien, mais tu expliques vraiment que la cérémonie, hein, tout le monde est vêtu de noir, de ouais, grès, enfin, une couleur très sombre, c'est très lourd. ouais, Quand on voit d'autres cultures comme, la culture mexicaine où là, pour le tout coup, à il y a fait. vraiment la fête des morts où bien Ouais, sûr, on ressent l'émotion de tristesse, mais ouais, on sent bien qu'il y a des couleurs, ça pétille, puis ouais, on essaye de rire et d'être joyeux pour la personne qui vient de ouais, partir. tout à fait et puis Mmh. dans ces cultures-là, la mort est quand même beaucoup plus intégrée à la vie, de toute façon. Est-ce que Mmh. c'est pour ça que nous, comme on l'a mis de côté, bon, bah, on est en noir le jour J, mais après c'est fini, hein, faut de Ouais. nouveau aller bien, il faut, voilà. Et c'est vrai qu'en discutant avec les personnes âgées de l'EHPAD, il y en avait une qui me racontait hein, cette tradition du vêtement, de la mort, qu'il fallait porter du noir Mmh. tel nombre de mois pour les veuves, tel nombre de temps pour les mamans qui avaient perdu un enfant. Et Ouais. du coup, même c'était des vêtements sombres, mais au moins ça avait le mérite de clarifier les choses. On savait que telle personne avait perdu. Enfin, ça mettait la mort au sein de la société même si c'était pas de façon très joyeuse, ça Oui. l'intégrait quelque part au rituel sociétal, quoi. Alors que là, du coup, Mmh. il y a personne qui porte le noir ou quelque autre couleur après, à part le jour de l'enterrement, quoi. Et finalement, c'est aussi Mmh. symptomatique Mmh. de cette mise en retrait de la mort dans nos sociétés occidentales modernes. Exactement, on y vient. Alors justement, oui, ça, c'est aussi quelque chose que tu nous expliques. Je voudrais revenir en fait, tu expliques le vécu subjectif de contact avec un défunt. Ouais, Tu expliques que bien sûr avant tu étais très cartésienne, mais tu as eu des expériences comme ça et à un moment donné, tu rencontres une personne justement qui sait poser les mots. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer en fait, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas? Donc le vécu subjectif, de contact Voilà, comment ça peut se manifester? ouais. Et ben, du coup, c'est subjectif, mais ça ne veut pas dire que c'est pas réel. C'est quelque chose qui fait sens à un moment pour nous et qui nous rappelle le défunt. Alors, en l'occurrence, moi, mon petit frère, très souvent, longtemps, enfin de longs mois même après sa mort, j'ai senti dans des endroits, qui étaient complètement différents à chaque fois, l'odeur du papier d'Arménie. Et c'était une odeur qui lui était, typiquement associée parce qu'il en faisait, brûler tout le temps. Donc Mmh pour mh. moi, c'était même avant sa mort, c'était l'odeur de Bruno, puisqu'il s'appelait Bruno,
frère. OK. Et donc je le sentais dans ma chambre, alors que moi, pour le coup, je ne faisais pas brûler de papier d'araignée. Je l'ai senti en pleine nature. Mmh. Bon, c'était une odeur qui n'avait pas lieu d'être, hein. C'était pas l'odeur des champs qu'on a retournés, c'était pas Ah l'odeur de oui. la pluie, après, du soleil après la pluie. Et donc du coup, vécu subjectif de vécu, VSCD. Oui, c'est ça, c'est pas facile. VSCD. Ça peut prendre plein de formes. Moi, en l'occurrence, j'ai eu les odeurs, j'ai eu aussi des caresses, enfin des sensations de toucher, Mmh mh. d'enveloppement. J'ai eu aussi j'ai eu des voix, hein, Mmh pas souvent parce que ça me faisait un peu peur, donc j'ai un petit peu signifié là-haut que bon, il fallait pas passer par ça, ça me faisait un peu flipper. Donc ça peut prendre des formes multiples et diverses, mais en tout cas, elles font sens et elles vous rappellent un défunt et du coup, Mmh. c'est ce qu'on appelle une VSCD, quoi. Et je crois qu'il y a, Mmh. Mmh. 40 des gens, hein, si j'avais lu un dernier sondage, Ah oui. qui a été témoin, de ce genre de phénomène après le deuil d'un proche, quoi. Donc c'est quand même des choses qui, finalement, concernent pratiquement la moitié de nos sociétés, dont on ne parle pas. Parce que, Bien sûr. alors, ça parle de la mort et puis dis donc, mon Dieu, faut rester cartésien, dis donc, ça va pas du tout, hein. Oui, c'est vrai qu'il est pas très bien accueilli, hein, pas toujours. Voilà, c'est ça, c'est pas très bien accueilli. Ouais. Bah, même moi, hein, quand j'ai confronté, mes expériences avec, l'entourage, ouais, ça a pu être compliqué avec des amis très proches qui avaient ce discours: «Bah, c'est super, bah, si Mmh. ça te rassure, hein, de penser Ouais. que ça». Mais en fait, tu as rien compris, meuf, ça me rassure pas du tout. C'est juste que ça m'arrive, ça Ouais. me rassure pas, ça m'arrive et c'est comme ça. Donc c'est vrai Ouais. que C'est hyper intéressant parce que, tu vois, le psychiatre Christophe Fauré, ouais, spécialisé dans le deuil justement et je trouve que c'est super aussi qu'il y ait des scientifiques qui disent que c'est en fait normal que ça existe et ouais, que tout justement à fait, ils soutiennent ça et je trouve ça ouais. important qu'il y Ben, ait tout à tout fait, ouais. type de personnalité, Ouais, qui soutient en fait, justement, bah, ces VSCD, on va réussir à le dire, mais comme quoi ça existe et il y a plein de personnes qui le ressentent. C'est ce que tu ouais, disais aussi, ouais. fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Oui et puis de Mmh. toute façon, à un moment, mais c'est déjà plus ou moins le cas, il va y avoir une convergence de la science, des neurosciences, de la physique quantique, et à un moment, Bien il y sûr. aura une confluence de tout. Enfin, la science va alors peut-être pas prouver tout par A plus B, mais en tout cas, là, elle, s'empare de plus en plus de Mmh. ce genre de phénomène, même de la médiumnité, hein. Il y a plein d'études qui ont été faites entre chercheurs et médiums pour voir comment, en effet, ils Mmh. pouvaient avoir conscience d'événements, conscience de choses, contact avec des gens qui n'étaient plus là, même Corinne Sombrin Mmh. Ouais. voilà, la chamane, française qui est en lien avec des scientifiques pour étudier justement Ouais. les réactions, du cerveau en état de conscience Mmh. modifié, Mmh. qui fait accéder à d'autres réalités. Enfin, ça converge. Enfin, là, on est dans une phase de convergence, à mon avis, Mmh. et Complètement. c'est très bien. Et c'est très bien parce que autant il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir ces validations scientifiques, autant il y en a qui ont besoin de se prouver les choses. Et ça expliquera peut-être pas tout. Moi, je trouve que Bien le sûr. mystère est quand même assez beau. Enfin, j'ai Mmh. appris depuis voilà quelques années que le mystère, ça pouvait être beau. Moi qui aimais bien tout expliquer. C'est sûr. Mais d'ailleurs, je pense que ça pourrait intéresser aussi des personnes parce que, je sais pas si tu connais l'autrice Amanda Castello? Non. C'est une dame qui est âgée, Ouais, aujourd'hui, mais qui a étudié en fait toute sa vie, ce qu'était la mort, donc le deuil d'accord. et d'ailleurs, bah, elle a été interviewée aussi au micro du podcast de l'éveil des consciences et en Mmh. fait, ce qu'elle explique, c'est que, ben, les personnes sont souvent confrontées à elles-mêmes dans ce Ouais, passage du deuil. On ne sait pas trop comment faire, on est vraiment seul et donc elle a écrit un ouvrage pour permettre aux personnes un peu de tu sais, un peu un confident, vraiment où tu écris, où voilà tes ressentis, elle accompagne et c'est intéressant, ça peut être un bon complément aussi avec ton tout à fait. ouvrage qui permet vraiment de pas se sentir seul et de se dire qu'il y a plein de personnes aussi qui Ouais, vivent ce genre qui, de choses. ouais, ouais, Tout ouais. le monde d'ailleurs, tout le Ouais, monde ouais, vit, ouais. forcément ça, quoi. Non, non, tout à Ouais. fait. Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est ce que je te disais. Moi, ça m'a bien aidée parce que même si je suis pas scientifique, machin, mais j'ai eu besoin en effet Mmh. de lire des ouvrages de gens qui avaient traversé la même chose ou des journalistes comme Stéphane Alix qui avaient étudié le phénomène de manière très rigoureuse parce que bah, la rigueur me rassurait aussi. Mmh mh. Oui.
Voilà, du coup, ça m'a aidé, ouais, de se sentir moins seule, de voir des témoignages, d'aller faire de la transcommunication hypnotique avec Ouais, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, hein, qui a son oui, petit chapitre dans mon livre. ouais, super. Est-ce que tu peux nous en parler? D'ailleurs, ça faisait partie d'une de mes questions. Carrément. Donc, pour tes auditeurs, donc la transcommunication hypnotique, en gros, il nous plonge avec des sons, avec des protocoles dans un état modifié de conscience qui est censé nous permettre d'accéder à d'autres réalités, de pouvoir communiquer avec des défunts, d'avoir des messages et tout ça. Donc moi, j'en ai fait un le jour de l'anniversaire de mon petit frère. Et j'avais su qu'il y avait ça parce que j'avais saisi synchronicité. Alors, j'étais en train de fumer une cigarette à ma fenêtre, je ne sais pas bien. Mes deux nénettes qui discutaient devant ma fenêtre en disant « Ah, tu fais la TCH du docteur Charbonnier, machin ». Quoi ça, TCH? Du coup, j'ai été me renseigner et c'était le jour de l'anniversaire de mon frère. Je me suis dit non, c'est pas possible, trop de synchronicité. Ouais, c'est dingue. Et du coup, voilà, j'ai vécu ça sans rien en attendre. Alors, j'ai pas eu de contact avec mon petit frère, mais par contre, oui, j'ai eu une expérience assez folle en fait, j'ai vu des événements qui se sont passés une semaine après, des événements tragiques, hein, puisqu'il s'agissait de la mort d'un petit enfant qui allait rentrer dans l'école où j'enseignais. Qui était tombé comme mon frère, bizarre, de 65 mètres de haut. Et en fait, j'ai vu sa mort, j'ai vu sa maman, et je le connaissais pas, hein, il n'était jamais arrivé dans l'école, mais c'est vrai qu'une semaine plus tard, quand notre directeur est rentré en disant, en fait, il y a un petit enfant, voilà, qui est décédé, il devait venir dans l'école, et du coup, mon ADSEM, qui était très branché téléphone, a tout de suite regardé sur le journal, et sur le journal, c'était le visage de la femme que j'avais vue, la photo du petit enfant que j'avais vu. Là, ça fait quand même un petit choc, hein. Bah oui, c'est sûr, ouais. Oui, non, mais complètement. C'est ça, en fait, je sais que tu as eu pas mal d'expériences comme ça, tu parles aussi de rêves Ouais. prémonitoires et est-ce que ça t'arrive encore? Comment est-ce que tu le gères? Ça m'arrive, mais alors je suis plus sur cette tendance de me dire, si le temps n'est pas linéaire, enfin, je veux dire le temps, nous on a l'habitude, hein, passé, présent, futur. Pour moi, dans des états modifiés de conscience, on peut avoir accès à des informations qui n'ont pas eu lieu, et qui sont dans le futur. Et du coup, enfin, c'est mon interprétation, hein, mais bien sûr, ouais. j'ai beaucoup lu pour le coup Romuald Le Terrier aussi, que tu connais, qui parle justement de ça. Et ça a résonné beaucoup avec plusieurs expériences que j'ai eues. Et du coup, voilà, c'est des voilà, je pense que dans certains états modifiés de conscience, en demi-sommeil, quand on est plus en alerte, que le cerveau ne turbine pas, hein, comme il a l'habitude de le faire et qu'on est dans une ouverture totale, on peut avoir accès, à mon avis, à des informations qui viennent d'un autre espace-temps, quoi, enfin qui vont se produire, et voilà. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça et c'est pas grave. Le fait est que ça m'est arrivé et que j'ai eu la validation et que c'est perturbant et que je sais pas, en fait. Ce qui m'a perturbée, c'est que je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait et je me suis juste dit, en fait, c'est une validation. C'est pour que tu lises encore d'autres bouquins, hein, que tu continues sur ton chemin d'apprentissage. C'est juste des validations de ce que tu es en train de vivre et qui te permettent de continuer à muer et à te transformer, quoi. C'est beau. D'ailleurs, ça suit avec le titre. C'est ça. Super. Justement, pour les personnes aussi qui souhaitent en savoir plus sur la transcommunication hypnotique, il y a eu aussi un podcast qui a été enregistré avec Jean-Jacques Charbonnier, il y a un petit moment maintenant, où il explique un peu toute la création justement de la TCH. Je voulais aussi te poser une question. Donc, tu parles de la symbolique du papillon, qui est une symbolique très spirituelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors du coup, le papillon, en grec, ça désigne l'âme. Enfin, en langue grecque, le mot grec pour papillon, ça désigne l'âme. Et du coup, ça me paraissait intéressant d'en parler dans le livre, hein. Je dis parce que j'en parle parce que dans l'EHPAD, dans un des EHPAD où je suis allée, il y avait des papillons accrochés au mur. Et du coup, c'est vrai que c'est un archétype de la transformation, de la mue, d'un passage d'un état à un autre, avec sa chrysalide, avec voilà
le fait de muer et je trouve que c'est un beau symbole, de se dire, qu'on est peut-être des grosses larves sur terre et on sera peut-être des jolis papillons dans la vie d'après. C'est beau, merci. Ça nous fait relativiser là tout de suite. Ouais, super. Oui, donc c'est vraiment le symbole de transformation, c'est ce Ouais, que tu expliques. Waouh, c'est très ouais, ouais, joli. tout Très à fait. bien. Et alors Karine, est-ce que, pour terminer cette belle interview aussi, ce partage, est-ce que tu voudrais, partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent? Alors c'est vraiment ce que tu veux, ce qui te vient. Et ben, d'être de plus en plus nombreux, de pas être dans le jugement, d'être dans l'ouverture et puis de se faire sa propre petite tambouille sur, sa propre spiritualité, que le dogme, quelle que soit, la spiritualité, c'est pas bon donc Mmh mh. d'agglomérer, hein, tout ce qui nous touche, tout ce qui Mmh. résonne et c'est ce qui sera bon pour vous parce que c'est ce Mmh. que vous aurez choisi et c'est et ça sera mieux que de, voilà, emprunter un culte en particulier, de Mmh. voilà, faire sa petite recette personnelle de spiritualité. Sans Exactement, de prendre ce qu'on a à prendre aussi en c'est ça, fonction de ce qui vibre. intention qui vivre, tout à fait. Exactement. Bah, merci beaucoup en tout cas, Karine, Evelyne, pour ton partage et merci puis à toi. bien sûr, je mettrai donc, tous tes liens, hein, en bio. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage? Et ben, dans toutes les librairies, alors sur commande, pas forcément en rayon, sinon en format numérique, sur la Fnac, voilà, j'ai pas envie de dire Amazon, mais bon, je le dis quand même, mais c'est mieux en librairie quand même, hein, commandez dans votre petite librairie du coin. Sinon directement sur le site des éditions, Ex Mmh. Aequo, voilà. Super. Eh bien, je mettrai, ton lien aussi, ta page Facebook, bien sûr, les réseaux et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, aussi si vous avez vécu aussi, ces expériences, si vous avez été touchés ou voilà, partagez-nous, voilà, vos ressentis. On sera ravis de lire vos commentaires. Merci bien. Au revoir Karine, au revoir à tout le monde. Evelyne, Au salut! revoir. Salut!